Bonjour les amis, Bonjour. Comment ça va? Alors aujourd'hui, Oui. 1h30, 1h30 de dialogue en français. D'un niveau B2, puis C1, puis C2. Comme conseille le professeur Pierre, le mieux c'est d'écouter une fois sans la transcription et après avec la transcription. Et on voit ce qu'on n'a pas compris. Exactement. Première fois sans la transcription. Et après vous pouvez l'écouter 3, 4, 5, 10 fois si vous voulez. Et comme toujours ma chère Noémie, ils trouveront le lien pour télécharger la transcription en PDF ainsi que le fichier audio dans la description de cette vidéo ou dans les fiches. On vous souhaite une très belle écoute. Au À revoir. bientôt. Salut Hélène, ça va? Ça va, et toi? Alors, ces vacances? Bof, il a fait un temps de chien, la nourriture était mauvaise et les Italiens vraiment pénibles. Non. Mais non, je rigole. Ah, t'es bête, j'ai failli te croire. Tu m'as cru, oui. Non, mais en vrai, raconte. Bon, écoute, c'était vraiment bien. Déjà, le logement impeccable. Un bel appartement en plein centre-ville. Du coup, on a pu tout faire à pied ou presque. Et la ville, un vrai bijou. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas à dire. L'Italie, c'est un pays superbe. L'architecture, les vieux palais, les vieilles églises. Magnifique. Et les restaurants. Je te reconnais bien là. Tu as pris quelques kilos d'ailleurs, non? Ah, franchement, c'est possible. Je me suis pas limité, je te le garantis. J'imagine. Les pizzas, les pâtes. Oui, mais pas seulement. Ils font de très bons desserts aussi. On a goûté un truc, j'ai oublié le nom, mais c'était un régal. Une espèce de rouleau avec de la pâte frite, de la ricotta, de la pistache. C'était délicieux. Arrête, tu me mets l'eau à la bouche. Et dis-moi, vous avez eu le beau temps? Oui, on n'a pas vu une seule goutte de pluie. Ah, eh bien, vous avez de la chance parce qu'ici, c'est le soleil qu'on n'a pas beaucoup vu. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Heureusement pour toi, c'est bientôt les vacances. Oh oui, j'ai vraiment hâte. Vous allez au Maroc, c'est ça? Ah mais non, on a dû annuler le Maroc, je t'ai pas raconté. Ben non, C'est à cause de Philippe, son passeport est plus valide. c'est pas vrai. Mais si, il s'en est aperçu au moment de prendre les billets d'avion. Son passeport est périmé depuis 2 mois. Ah merde. Et oui, du coup, il est allé à la préfecture, il a demandé si c'était possible qu'il lui en fasse un nouveau rapidement, mais ils lui ont dit qu'ils étaient débordés en ce moment, que ça allait prendre 1 mois minimum. Ah, pas de chance. Tu m'étonnes, j'étais furieuse. Heureusement, on n'avait pas encore réservé de logement. Mais bon, moi qui attendais depuis longtemps ces vacances au Maroc. Et du coup, vous allez faire quoi? Vous restez à Tours? T'es fou! C'est hors de question, j'ai besoin de prendre l'air. Non, ça va être des vacances plus classiques, on va dans le Midi. Sur la Côte d'Azur? Non, la Côte d'Azur, c'est devenu hors de prix, surtout quand tu réserves au dernier moment. Non, on va dans l'Hérault, à Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots? Tu connais? Ouais, j'y ai passé toute mon enfance, ou presque. J'ai un oncle qui avait un bungalow là-bas. On y allait chaque été avec mes parents et ma sœur. J'y ai passé des moments formidables. Ah bah merci, tu me rassures. Je t'avoue que j'étais pas très motivée au début, surtout qu'on va dans un camping. Ça fait presque 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans un camping. Mais vu qu'on a réservé au dernier moment, on n'avait pas trop le choix. Et c'est quoi le nom du camping? Ça se trouve, c'est celui où j'allais gamin? Attends, je sais plus trop. Si, c'est la Belle Bleue, le camping de la Belle Bleue. Ah non, c'est pas ça. Ça aurait été une belle coïncidence. Mais vous allez voir, Palavas, c'est très sympa. Moi, en tout cas, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Ben, on verra bien. De toute façon, j'ai surtout besoin de repos et de baignade. Le camping est quasiment sur la plage, c'est ce qui nous a décidé. Et puis pour le Maroc, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, on y va, c'est sûr. Tu vérifieras bien ton passeport. T'inquiète pas, c'est déjà fait. Bonjour, ce matin j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Jacques Bertrand, responsable du pôle tourisme à la mairie de Paris. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour.
Alors, comment se porte le tourisme dans la capitale? Eh bien, écoutez, après 2 années difficiles en raison de la pandémie, je crois que l'on peut dire que les visiteurs sont de retour dans les rues de Paris. En tout cas, les chiffres de cette année sont très encourageants. On est revenu au niveau d'avant le Covid? Non, pas encore, mais on espère y arriver rapidement et retrouver l'attractivité qui était la nôtre. Vous savez qu'en 2019, par exemple, il y avait en moyenne un touriste qui arrivait chaque seconde à Paris. Ah oui, impressionnant! Et de quel pays viennent les personnes qui visitent Paris? De tous les pays du monde. Paris continue de bénéficier d'une image de marque dans le monde entier. Ça reste une des destinations préférées des touristes étrangers. Et j'imagine qu'il y a des nationalités plus représentées que d'autres. Oui, bien sûr, avant la pandémie, les premiers touristes étrangers à Paris étaient les Américains, suivis par les Chinois et les Japonais. Mais en fait, la majorité des touristes à Paris sont français. Et oui, ce sont des gens qui viennent des différentes régions de France et qui séjournent en général chez des amis ou de la famille. Cela montre que Paris séduit non seulement à l'étranger, mais aussi en France. Quels sont les monuments, les lieux les plus visités? Alors, depuis l'incendie de Notre-Dame, le trio de tête est constitué du Louvre, de la Tour Eiffel et du Centre Pompidou, dans cet ordre-là. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices qui souhaitent faire quelque chose de différent, quelque chose d'un peu insolite? Oh, il y a plein de choses originales à faire à Paris, vous savez. Il y en a pour tous les goûts. Alors, si vous aimez les chats, par exemple, je vous recommande le Café des Chats, dans le 3e arrondissement. C'est un endroit extraordinaire où vous pouvez siroter tranquillement un thé entouré d'une dizaine de chats, tous plus gentils les uns que les autres. Ah, désolé, mais moi je suis allergique aux chats. Ah ben, vous pouvez faire autre chose alors. Si vous n'êtes pas allergique aux écrivains, vous pouvez suivre leurs traces dans les rues de Paris. Ce sont 2 femmes passionnées de littérature et amoureuses de Paris qui ont lancé ce projet qui s'appelle Sur le pavé la plume et qui consiste à découvrir Paris en suivant une œuvre littéraire, comme Les Misérables par exemple de Victor Hugo. Ah, c'est plus intéressant pour moi en effet. Eh bien, je vous remercie, Jacques Bertrand, pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Oh là là, la SNCF a encore augmenté ses prix. Je dois aller à Marseille la semaine prochaine et regarde le prix d'un aller simple, 5,48 €. Ah ouais, c'est clair, c'est de l'arnaque. Tu n'as qu'à y aller en voiture. Allons, tu sais très bien que je n'ai pas le permis. Mais non, mais en covoiturage, tu sais. En covoiturage? Mais tu es fou! Pourquoi? Parce que c'est dangereux le covoiturage. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. J'ai pas envie de finir un petit morceau. Arrête tes bêtises. C'est super sûr le covoiturage. Moi, maintenant, je ne voyage plus que comme ça. Ah bon? Je savais pas. Et ça fonctionne comment en fait? C'est très simple. Tu vas sur le site de blablavoiture.fr, tu mets la destination que tu souhaites faire, la date, et ça te met les conducteurs qui ont une place disponible dans leur voiture pour le même trajet que toi. Tu les contactes et hop, c'est parti. Oui, mais c'est bien ce que je disais, c'est dangereux. Tu les connais pas ces gens-là. Non, mais grâce au système d'évaluation, avec les commentaires, les notes, etc., tu peux quand même avoir une idée de la personne à qui tu vas avoir affaire. En tout cas, moi j'ai déjà fait ça une 15aine de fois et j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Vraiment? Genre, tu n'es jamais tombé sur un type qui roulait trop vite ou quelque chose comme ça? Non, je te dis, si dans les commentaires je vois qu'il y a écrit « ce conducteur n'est pas prudent », il roule comme un fou, c'est un psychopathe, eh bien je passe mon chemin et j'en choisis un autre. C'est vraiment toi qui décides avec qui tu vas voyager. Et il y a beaucoup d'annonces? Mais oui, pour un Brest-Marseille, je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur, et à un très bon prix. C'est vraiment moins cher? Ah oui, bien moins cher. Même si les tarifs sont plus élevés ces derniers temps avec l'augmentation du prix de l'essence, ça reste quand même plus avantageux que le train au niveau financier. Et c'est bon aussi au niveau écologique. Alors là, tu vas pas me faire croire que ça pollue moins que le train.
Ah non, je dis pas ça, mais si la personne doit absolument aller de Brest à Marseille en voiture, eh bien c'est mieux pour la planète qu'elle le fasse avec d'autres passagers et pas seule. C'est vrai, tu as raison. Bonjour, monsieur le directeur, vous avez demandé à me voir? Oui, bonjour Valérie. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment allez-vous? Ça va, merci. Écoutez Valérie, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Vous travaillez chez nous depuis 15, 20 ans. 17 ans, monsieur. Voilà, 17 ans. Alors écoutez Valérie, je ne vais pas vous mentir, mais vos résultats ces derniers mois sont très décevants, très en dessous des performances auxquelles vous nous aviez habitués. Oui, je sais, mais ça a été compliqué ces derniers temps. Je viens de divorcer. Oui, je sais, Madame Jeunechamp m'en a parlé. Elle m'a expliqué que vous aviez vécu des moments difficiles au niveau de votre vie privée. Mais vous comprenez que pour nous aussi, la situation est embarrassante. Un passage à vide, ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Mais là, vous voyez, je viens de jeter un œil sur les chiffres des 6 derniers mois, et chaque semaine, c'est vous qui avez les moins bons résultats parmi les 10 personnes de notre équipe de vente. Et ça fait quand même beaucoup. Oui, je comprends, monsieur le directeur. Je vous promets que je vais faire un effort. Écoutez, je veux bien vous donner une chance, bien sûr, mais le temps presse. Vous savez, nous aussi, nous avons nos soucis. Ces derniers temps, les ventes ne vont pas dans le bon sens. Notre chiffre d'affaires de cette année risque d'être encore plus bas que celui de l'année dernière, qui n'était déjà pas très brillant. Oui, monsieur, mais c'est la crise. Vous savez, les clients sont intéressés par nos produits, mais ils se plaignent toujours des prix. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, qu'il faudrait faire un geste commercial. Oui, Valérie, je comprends, mais des crises, notre entreprise en a connu d'autres, non? Vous étiez déjà là en 2008, n'est-ce pas? Je crois qu'à l'époque, vous étiez l'une de nos meilleures vendeuses. Oui, c'est vrai. Écoutez Valérie, je vous fais confiance. Je suis convaincu que vous n'avez pas perdu toutes vos qualités du jour au lendemain. Retrouvez l'esprit combatif que vous aviez. Je veux revoir Valérie Cornillac, la vendeuse qui battait tous les records. Oui, monsieur, je vous promets que je vais me ressaisir. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps Valérie. Passez un bon week-end, reposez-vous bien et revenez-nous en pleine forme lundi. Oui, merci monsieur. Bon week-end à vous aussi. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Madame Groseille s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Bonjour Madame Groseille, ici Dominique Dubois de Citron Télécom. J'aimerais faire le point avec vous par rapport à votre abonnement mobile. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour qu'on en discute? Oui, pourquoi pas? Écoutez Madame Groseille, j'ai vu que vous aviez actuellement un forfait confort à 7,99 € par mois. C'est bien cela? Oui, je crois. Eh bien écoutez, en ce moment nous proposons une offre exceptionnelle sur le forfait Liberté. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop la différence. C'est-à-dire qu'actuellement, avec votre forfait confort, vous ne pouvez pas passer plus de 2 heures d'appel par mois. Avec le forfait Liberté, vous pouvez appeler 10 heures, 20 heures, 50 heures, comme vous voulez. Il n'y a pas de limite. Oh, vous savez, moi je n'appelle pas souvent. Et est-ce que vous utilisez Internet sur votre téléphone? Oui, un petit peu, je vais sur Facebook, je regarde des vidéos. Ah, eh bien justement, les vidéos, ça consomme beaucoup de données Internet. Vous êtes actuellement limité à 1 gigaoctet par mois, ce qui est vraiment peu. Vous n'avez jamais eu de problème pour regarder des vidéos? Ah si, ça bloque souvent. Ah oui, mais c'est normal, madame. C'est parce que 1 gigaoctet d'Internet, ça part très vite, surtout quand on regarde des vidéos. Avec le forfait Liberté, vous disposerez de 50 gigaoctets, 50 fois plus. Je vous garantis que là, vous n'aurez plus de problème. Vous pourrez regarder toutes les vidéos que vous souhaitez. Ah oui? Bon, ça fait combien par mois alors? Ça vous revient à 9,99 € pour les 12 premiers mois. Bon, écoutez, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Très bien. Et sachez que nous avons des offres spéciales sur les smartphones. Si vous êtes intéressé, on peut combiner le forfait Liberté et l'achat d'un nouveau téléphone. Non, non, merci, je suis très contente de mon téléphone, je n'ai pas envie d'en changer. Comme vous voulez, madame. Par contre, pour le nouveau forfait, il faut vous dépêcher, car notre offre à 9,99 € n'est valable que jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31.
Après, le forfait retrouve son prix traditionnel de 18,99 €. Donc, si vous voulez en profiter, ne tardez pas trop. Ok, et comment je dois faire? Je veux dire, il faut que je vienne chez vous? Oui, exactement. Vous pouvez vous rendre dans la boutique Citron Télécom la plus proche de chez vous et souscrire à votre nouvel abonnement. Si vous voulez, je peux aussi vous préparer dès maintenant le contrat, comme ça, quand vous viendrez, vous n'aurez plus qu'à signer et votre abonnement commencera automatiquement. Eh bien, pourquoi pas alors? Oui, 9,99 € par mois, c'est bien cela? Il n'y a pas d'arnaque, hein? Bien sûr que non, madame. Et de toute façon, si vous changez d'avis, si quelque chose ne vous convient pas, vous aurez toujours un délai d'1 semaine pour vous rétracter. Donc soyez tranquille. Ok, alors je viendrai en fin de semaine, je pense. Vous ouvrez à quelle heure le matin? Nos boutiques sont ouvertes tous les jours de 9h30 à 19h30, sauf le dimanche. Très bien, c'est noté. Je vous remercie, madame. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Pascal, ça va? Oh, Julie, ça va et toi? Ça fait longtemps. Oui, en effet. Quoi de neuf chez toi? Tout va bien? Ben, écoute, oui, ça va, ça va. Et Laurence? Oui, ça va. Elle vient de trouver un boulot. Ah, génial. Où ça? Chez Castocasa. Tu sais, le nouveau magasin de bricolage qui vient d'ouvrir sur la route de Saint-Marcelin. Ils lui ont proposé un CDI direct. Elle est trop contente. Trop bien. Ouais, depuis le temps qu'elle cherchait quelque chose de bien, ça fait plaisir. Et toi, ça va? Ouais, super bien. En fait, je vais me marier bientôt. C'est pour ça que je t'appelle. Non. Et si? Avec... Oui, avec Stéphane, que tu avais rencontré à la fête de Jérémy. Ah, mais c'est une grande nouvelle. Félicitations. Merci. Mais je savais pas que c'était si sérieux entre vous. Vous vous êtes rencontrés il y a pas si longtemps, non? Oh, ça fait déjà 9 mois. Oui, ben c'est ce que je dis, ça fait pas très longtemps. Ah oui, mais là, c'est le grand amour, le vrai. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Ah ben c'est génial alors. Oh, j'ai l'impression que ça ne te fait pas vraiment plaisir. T'es pas jaloux quand même. Moi? Jaloux? Mais pas du tout. Juste que c'est un peu rapide, je trouve. Et puis je te connais, hein. Oh, arrête, tu sais, je n'ai plus 15 ans. Et puis je te jure, je suis sûre que c'est l'homme de ma vie. Je suis tellement heureuse avec lui. Eh bien tant mieux, je suis vraiment content pour toi alors. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Bon ben, merci. En tout cas, je voulais vous inviter, toi et Laurence, au mariage. Ah ben c'est gentil, merci. Vous avez déjà une date? Oui, ce sera le 24 juin. Vous êtes dispo? Je pense que oui. Je vais voir avec Laurence, mais je pense que oui. Je te confirme ça rapidement. Et ce sera où? À la salle des fêtes de Vitraux. Ah, vous vous mariez à Vitraux. Ça va rappeler des bons souvenirs. Oui. Et tu vas inviter Fabrice et Matou? Oui, bien sûr, je les ai pas encore appelés, mais je compte les inviter. Génial, ça va faire plaisir de les revoir. Bon alors écoute, je te confirme ça vite, ok? Ça roule, merci. Gros bisous alors, à bientôt. Salut, bisous et encore toutes mes félicitations. Allô, Lucie? Oui? Salut, c'est Pierre, ça va? Oui, et toi? Oui, bon, en fait pas trop, j'ai un grand service à te demander. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, en fait, dimanche, c'est l'anniversaire de mon fils et il va avoir 5 ans. Oui, et alors? En quoi je peux t'aider? Bah, le problème, c'est que dimanche, c'est mon tour. Normalement, je dois m'occuper d'un groupe de Brésiliens. Quand Jean-Jacques a fait le planning le mois dernier, je lui avais dit que j'étais dispo, j'avais pas réfléchi. Et c'est hier que je me suis aperçu de mon erreur. Et ma femme m'a demandé si j'avais appelé mes parents pour l'anniversaire du petit, et là, j'ai compris. Et tu voudrais que je te remplace dimanche, c'est ça? Exactement, ce serait vraiment génial. Écoute Pierre, tu exagères. Moi en plus, j'ai déjà travaillé dimanche. J'ai une famille aussi, tu sais. 2 dimanches de suite, c'est mon mari qui va être content. Oui, je sais, je suis vraiment désolé, mais si j'annonce à ma femme que je suis absent pour l'anniversaire de Gabriel, tu imagines sa réaction. Et le petit, il va être terriblement déçu, tu comprends bien.
Écoute, franchement, ça m'arrange vraiment pas. Demande à Laurent plutôt, il est célibataire lui, il a plus de temps que moi. Ben justement, je lui en ai parlé ce matin, mais il est pas là dimanche. Et il a sa sœur qui se marie samedi en Bretagne. Et du coup, il est pas là le week-end. Et pourquoi vous n'organisez pas l'anniversaire de ton fils samedi, par exemple? Vous n'êtes pas obligé de le fêter le jour même, non? Ton fils ne va pas voir la différence. Ouais, mais le problème, c'est que ma femme a déjà tout prévu. Elle a invité les beaux-parents, les cousins, les oncles, les tantes, bref, tout le monde. Alors si on annule ou qu'on change de date maintenant, ça va être le drame, tu comprends? Et Jean-Jacques, il peut pas te trouver un remplaçant? C'est son boulot, après tout. Ouais, mais tu sais, en ce moment, il est sur les nerfs. J'ai peur qu'il le prenne vraiment mal. Déjà, la dernière fois, il m'a passé un savon à cause du problème avec le bus des Japonais. Alors cette fois, je crains vraiment sa réaction. Bon, écoute, il faut que je voie ça. Je dois en parler à mon mari. Ah, tu me sauves la vie. Je te revaudrai ça, promis. Et bien sûr, je te paie la journée et même plus, pas de problème. Attends, j'ai pas encore dit oui. Et puis c'est pas une question d'argent. C'est un groupe de Brésiliens, tu dis? Oui, mais ils sont super sympas. Ils sont arrivés hier et franchement, c'est un groupe très agréable, très tranquille. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas eu de visite en portugais. Moi, j'ai un peu oublié. Mais non, mais ça va bien se passer, j'en suis sûr. En plus, c'est une excursion facile. C'est la visite du village, puis le tour du lac. Tu as l'habitude. Si tout va bien, à 16h, tu es à la maison. Le départ est à quelle heure? 9h30, devant l'hôtel des Trois Croix. Ah ben, je te trouve bien optimiste. Si à 18h je suis chez moi, je pourrais m'estimer heureuse. Mais non, tu sais, ils auront eu une longue semaine. À mon avis, tu pourras raccourcir la visite sans problème. Ils ne seront pas contre. Ouais, on verra. Bon, écoute, je vais en parler à mon mari, vérifier s'il peut bien garder les petits et je te tiens au courant. Mais c'est la dernière fois que tu me fais un coup pareil, hein? Oui, promis. Merci, t'es vraiment génial, je ne l'oublierai jamais. Allez, arrête, je te confirme ça rapidement. Merci Lucie, vraiment. Allez, salut. Salut. Vous écoutez Radio Campus, il est 9h, l'heure de notre émission Parole d'étudiants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paloma. Bonjour Paloma. Bonjour. Ça va? Pas trop stressé Paloma? Non, ça va, merci. Alors Paloma, tu es espagnole et tu es venue étudier à Dijon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors à la base, tu es originaire de quelle ville? Je suis née et j'ai grandi à Madrid. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et après je suis partie faire mes études à Salamanca. Enfin, on dit Salamanque en français. Salamanque, c'est dans le sud, c'est ça? Non, c'est dans le nord-est de l'Espagne. Ah, mais dans le sud par rapport à la France, je voulais dire. Bon, j'avoue, j'ai toujours été nul en géographie. Ceux qui suivent régulièrement cette émission le savent. Bon alors Paloma, qu'est-ce qui t'a amené à Dijon? En fait, j'ai toujours voulu partir étudier en France et comme mon université et celle de Dijon ont un partenariat, c'était plus facile pour moi de choisir Dijon. Et puis dans ma fac, j'avais rencontré des étudiants qui avaient passé un semestre à Dijon et qui avaient bien aimé. Ils m'ont dit que c'était une ville sympa, que les cours étaient intéressants, alors j'ai pas trop hésité. Et alors ça va, tu ne regrettes pas ton choix? Non, pas du tout, je me plais bien ici. Alors tu étudies quoi Paloma? Alors, je suis en licence de lettres modernes, En quelle année? en 3e année. Très bien. Alors parle-nous un peu des cours, de ton intégration à la fac, ça a été? Oui. Je veux dire, la langue, par exemple, tu parles super bien français, mais au début, ça n'a pas été trop difficile? Non, mais en fait, j'ai passé mon bac au lycée français de Madrid et ensuite je me suis inscrite au département de littérature française à la fac de Salamanque. Donc au niveau linguistique, je n'ai pas eu de problème. Ah ok, je me disais aussi. Et alors au niveau des cours, tu n'as pas trouvé de différence entre la France et l'Espagne? Ah si, quand même. Ah ben dis-nous tout. En fait, j'ai trouvé qu'en France, les étudiants étaient un peu plus livrés à eux-mêmes. Alors peut-être parce que je suis arrivée directement en 3e année, mais tout de suite, il a fallu que je me débrouille toute seule. Personne ne m'a vraiment aidée. Ah oui? Oui, sauf les autres étudiants étrangers avec qui j'ai sympathisé dès le début. Et avec les étudiants français? Alors franchement, c'était un peu difficile. Maintenant, j'ai des amis français, mais au début, je trouvais que les étudiants français étaient un peu froids, un peu distants.
Après, c'est une autre mentalité. C'est pour ça. Au fur et à mesure, j'ai appris à les connaître et je me suis fait des amis. Mais c'est vrai que les premiers contacts n'étaient pas faciles. En Espagne, je crois qu'il est plus simple de rencontrer des gens. Et avec les profs en France? Eh bien, c'est pareil. Dans mon université, les professeurs sont assez proches des étudiants. Ils connaissent ton prénom, tu peux leur parler facilement et tout. Ici, après 9 mois, je crois qu'il n'y a pas un seul prof qui sait comment je m'appelle. Ah oui, c'est pas la même chose en effet. Mais de l'autre côté, ce sont de bons profs quand même, en général. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Ah oui? Oui, en littérature comparée, par exemple, la prof est vraiment passionnante. Tu entres dans l'amphithéâtre et tu oublies complètement le reste. Elle se met à parler de Rimbaud, de Baudelaire, et tu te mets à voyager, tu te retrouves à l'époque de ces grands poètes, et c'est vraiment génial. Et les examens? Ils sont assez difficiles. Moi, j'ai eu de la chance car comme j'étais au lycée français à Madrid, je savais ce que c'était une dissertation, un commentaire de texte. Mais j'ai des amis étrangers qui ont vraiment eu du mal avec la méthode au début. Et dis-moi alors plus généralement, est-ce que Dijon te plaît? Est-ce que tu aimes la vie ici? Oui, pour être honnête, l'hiver a été un peu long. Le problème ici, c'est que le campus est assez éloigné du centre-ville. Tu habites dans une chambre U? Oui, juste derrière la bibliothèque de sciences. Et donc pour aller au centre-ville, il faut quand même 20-25 minutes de marche. Et quand il fait froid l'hiver, c'est pas très motivant. En effet, mais tu as le bus aussi. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est gratuit pour les étudiants en plus. Oui, mais moi, j'aime bien tout faire à pied. Non, mais en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux. Surtout depuis l'arrivée des beaux jours, j'aime de plus en plus cette ville. Qu'est-ce que tu apprécies en particulier? Je sais pas, déjà, je trouve que le centre-ville est vraiment magnifique. Les bâtiments, les rues piétonnes. Au niveau patrimoine, c'est exceptionnel. Il y a toujours de nouvelles choses à voir, à découvrir, il suffit de lever la tête. Et j'aime bien l'atmosphère dans les cafés, les bistrots. Tu sors beaucoup? De plus en plus, oui. Maintenant qu'il fait beau, je passe beaucoup de temps en terrasse. Ah, attention, c'est le début de la fin. On commence comme ça et après on passe plus de temps au café qu'à la fac. Non, mais je n'oublie pas mes études. C'est juste que j'aime beaucoup cette atmosphère quand on parle de tout et de rien avec des inconnus, qu'on refait le monde, qu'on parle de politique, de littérature, de cinéma. C'est vraiment cool. Ah, j'en connais une qui ne va plus vouloir repartir en Espagne. On ne sait jamais. Bon, merci Paloma. La fin de l'émission approche. 2 questions rapides pour finir. Finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus à Dijon? La moutarde. Non, mais plus sérieusement, je vais dire les boulangeries. Bon, c'est pas spécifique à Dijon et c'est un peu cliché, mais je trouve qu'en France, le pain est vraiment bon. Et les croissants, et les pâtisseries. À chaque fois que je rentre dans une boulangerie, je deviens folle. Ok, et la chose que tu détestes le plus à Dijon? Oh, c'est difficile à dire, je veux pas me faire d'ennemis. Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas beaucoup d'auditeurs sur Radio Campus, tu peux parler librement. Bon, je sais pas, je vais dire peut-être... Enfin, c'est un peu délicat. Disons que certains propriétaires de chiens pourraient faire plus attention. Les trottoirs ne sont pas toujours très propres. Je vois ce que tu veux dire. Les fameuses crottes de chiens dijonnaises. Merci beaucoup Paloma pour ce moment de poésie. Ah, désolé. Non, mais merci pour ta franchise, vraiment. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Dis donc, Patrick, je les ai encore entendus cette nuit. Qui ça? Ben, les souris. Mais quelle souris? Je t'ai déjà expliqué qu'il n'y avait pas de souris ici. Écoute, je suis pas folle quand même. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des bruits dans le plafond. Et c'était pas les voisins, j'en suis sûre. Ça faisait comme des petits pas, tu sais, comme ça, tac, 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 tac. Pourquoi tu m'as pas réveillé alors? Je t'avais bien dit de me réveiller si ça recommençait. Mais j'ai essayé, mais tu ronflais comme une chaudière. Oh là là, tu exagères. Oh, et puis, de toute façon, il n'y a pas que les souris, hein. Moi, j'en ai marre de vivre dans ce taudis. Tu m'avais promis qu'on déménagerait bientôt. Bah ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Entre le boulot, les gosses, j'ai rien le temps de faire, moi. Ah ben, les gosses, ils te prennent pas un temps fou non plus, non? Ah ouais? Et qui c'est qu'à mettre Jordi au foot?
Et c'est qui leur fait à manger le mercredi soir? Ouais, et les autres jours alors, qui est-ce qui prépare tout? Oh, tu vas pas recommencer, hein. Moi aussi, si j'étais à la maison toute la journée, je ferais la cuisine. Mais bon, faut que j'aille taffer, moi, hein. Faut bien que quelqu'un paie les factures. Arrête, je connais la chanson. En tout cas, tout tombe en rade ici. Hier encore, il y a le porte-serviette dans la salle de bain qui s'est cassé. J'en peux plus, vraiment. C'est toi qui m'avais dit qu'on pourrait trouver mieux pour le même prix. Mais je sais, Bibiche, mais je peux pas faire 36 choses à la fois. Je te promets que je vais regarder bientôt. Ouais, tu m'as déjà dit ça le mois dernier, et celui d'avant. Ouais, c'est pas de ma faute, hein, si le temps file aussi vite. La semaine prochaine, normalement, j'aurai un peu moins de taf. J'en profiterai pour aller voir Gégé. Et puis je mettrai un bout de colle sur le porte-serviette, t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Et ton Gégé, t'es sûr qu'il va nous trouver quelque chose de bien? Mais oui, c'est le roi de la combine, Gégé. Et je te rappelle que c'est lui qui nous a dégoté la 308. Oui, justement. Quoi, elle est très bien cette bagnole, non? Elle te plaît plus? Si, mais on a quand même souvent des tuiles avec. Des petites pannes de rien du tout. Et puis Gégé, il est pour rien. C'est la faute à pas de chance, voilà tout. Ouais, en tout cas, j'espère qu'on aura plus de chance avec le prochain appart. Mais oui. Ah, tu entends? Tu entends maintenant? Tu vois qu'il y a des souris là-haut. Mais non, c'est pas des souris, c'est des rats. Ah, c'est horrible! Mais non, tu vas voir, je vais acheter 2 ou 3 pièges. Elles vont pas nous embêter longtemps, ces bêtes-là, hein. Et la semaine prochaine, j'appelle Gégé sans faute. Bon. Donc, monsieur Gilbert, vous pensez avoir le profil requis pour rejoindre notre équipe de commerciaux? Parfaitement, madame. Je crois que ma longue expérience chez Monsieur Mobilier fait de moi un excellent commercial. La relation avec les clients, l'analyse des problèmes, la capacité à trouver des solutions et à convaincre les interlocuteurs, tout ça, ça me connaît. Oui, mais il y a quand même une différence entre vendre des meubles et vendre du vin. Vous en avez conscience? Oui, tout à fait, madame. Mais vous savez, quand on est un bon vendeur, on est capable de vendre de tout. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que je pourrais vendre de la glace à des Esquimaux. Je vous épargnerai ce cliché. Mais quand même, je crois qu'avec mes qualités et mon expérience, je m'adapterai parfaitement à vos produits. Vous savez, la maison Pichard est une très ancienne maison. Nous avons une image de marque et une réputation à défendre. Pour nous, il est absolument indispensable que les gens qui nous représentent maîtrisent les codes et le langage du vin. Oh, mais je m'y connais en vin, je vous l'assure, j'en bois très régulièrement. Ah oui, et vous connaissez nos produits? Oui, bien sûr. Je trouve que votre gamme de rouge est très intéressante. Une belle couleur avec de jolies étiquettes et un goût très intéressant, très fruité. Les blancs sont très bons aussi. Mais je dois quand même avouer que j'ai une petite préférence pour vos rosés. Mais nous ne vendons pas de rosé. Ah bon, non, excusez-moi, j'ai dû confondre. Enfin, de toute façon, il faudra me briefer un petit peu, évidemment. Mais une fois que vous m'aurez expliqué l'essentiel, je vous garantis que je ferai des miracles. Avant d'entrer chez Monsieur Mobilier, je n'avais jamais vendu un seul meuble de ma vie. Et au bout de quelques semaines, les collègues m'appelaient déjà le roi du meuble, c'est vous dire. Vous verrez, dans moins de 3 mois, tout le monde chez Pichard me surnommera le roi du pinard. Espérons-le. Et dites-moi, monsieur Gilbert, vous avez précisé dans votre CV que vous maîtrisiez bien l'anglais. Est-ce exact? Parce que nous avons une clientèle internationale importante, avec laquelle nous avons des contacts extrêmement fréquents. Of course, madame, I speak very, very well English. Ma petite sœur est prof d'anglais. Donc vous voyez, c'est de famille. L'anglais était ma LV1 au collège. Et puis, il m'arrive de temps en temps de regarder des films américains en VO avec des sous-titres. Donc oui, je crois qu'on peut dire que je me débrouille bien en anglais. Of course. Très bien, monsieur Gilbert, merci d'être venu. Nous vous recontacterons rapidement pour vous donner notre réponse. Merci à vous. Alors, t'es pas venu finalement hier soir? Non, désolé, mais je t'avais dit, j'étais crevé.
Oui, mais je pensais que tu passerais un petit coup quand même. Ouais, moi aussi, mais je suis tombé sur un super film à la télé, du coup, j'ai perdu la motivation. Ah ouais? Ouais, un film trop drôle, Le sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry? Jamais entendu parler de lui. Mais si, je suis sûr que tu le connais. Tu sais, c'est l'acteur là qui a toujours des rôles de râleur, il rouspète tout le temps dans ses films, il fait toujours la gueule. Il a joué dans Didier, tu sais, on l'avait vu ensemble, le film où il y a Alain Chabat qui se transforme en chien. Ah oui, bien sûr, je suis bête, Jean-Pierre Bacry. Mais il est mort il y a pas longtemps, non? Oui, exactement, c'est trop con. Moi je l'adorais cet acteur, il était super drôle. En tout cas, hier soir, je me suis vraiment bien marré devant le film. C'est quoi déjà le titre? Le sens de la fête. Ah oui, tout un programme. Oui. En fait, Bakri joue le rôle d'un gars qui organise des mariages, tu vois, des mariages un peu bourgeois. Alors il prépare tout, la bouffe, la déco, la musique. C'est une grosse organisation à chaque fois. Et là, il se retrouve embauché pour un grand mariage dans un château, tu vois, un château superbe, avec un parc splendide, genre Versailles. Et alors? Et alors devine, il lui arrive que des emmerdes. Il a des problèmes avec le chanteur de l'orchestre, avec le photographe, avec les serveurs, avec le futur marié aussi, qui est un type super chiant, super exigeant, qui critique tout, la musique, les fleurs, etc. Bref, le gars, Bakri là, il essaie de garder son sang-froid, mais c'est pas facile. En plus, il y a sa maîtresse qui est là, qui lui demande de quitter sa femme. Enfin bref. Ouais, ça a l'air très sympa. Et c'est un film récent? Ouais, c'était tourné, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans. Le réalisateur, c'est celui qui a fait Intouchable aussi. Ah ouais, trop bien. Je suis fan d'Intouchable. Ouais, bah, tu vas voir, c'est pas exactement le même genre. C'est moins dramatique, bien sûr. Mais moi, perso, ça m'a franchement fait rigoler. Bon bah merci du tuyau. Je vais essayer de le télécharger alors. Ouais, c'est illégal, ça. Ça va, hein? Tu peux le voir sur Netflix. J'ai pas Netflix. Ouais, je te file mon code. Ah ouais? Bonjour, la langue française est-elle en danger? C'est la question autour de laquelle nous allons débattre aujourd'hui en compagnie de nos deux invités, Jean-François Langlois, journaliste au Fidelio Magazine et linguiste de formation, auteur de l'ouvrage Ces anglicismes qui nous envahissent, et Anne Gargantua, professeure de linguistique française à Tours, spécialiste de lexicographie et collaboratrice au célèbre dictionnaire La Blonde. Commençons avec vous, Madame Gargantua. Est-ce que le français est vraiment en danger? Bien sûr que non. Je dirais même que le français ne s'est jamais aussi bien porté. Le nombre de locuteurs francophones s'élève à plus de 320 millions, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée dans le monde. C'est aussi la 2e langue la plus apprise à l'école et la seule langue, avec l'anglais, qui est parlée sur les 5 continents. Prétendre qu'elle serait menacée par quelque danger me semble complètement absurde. Monsieur Langlois? Et pourtant, si, elle est en danger. Vos chiffres sont bien jolis, mais la réalité, c'est que la langue anglaise est devenue la lingua franca de la planète, qu'elle domine les échanges politiques, culturels, économiques. Au niveau politique, par exemple, le français n'a plus aucune influence. J'étais à Bruxelles la semaine dernière et je peux vous assurer que désormais, il faut se lever de bonne heure pour trouver un diplomate qui s'exprime autrement qu'en anglais. Et encore, c'est un anglais d'aéroport, dévoyé, un charabia, qui ferait retourner Shakespeare dans sa tombe. Oui, monsieur Langlois, mais vous devez regarder plus loin que la France et l'Europe. Sur le continent africain, par exemple, le français jouit d'une vitalité extraordinaire. Sa pratique est en constante progression. 11 pays africains ont fait du français leur langue officielle exclusive et 11 autres l'ont choisi un usage officiel. Tout cela contribue à l'enrichissement et au développement de la langue française. Ah, justement, parlons-en de l'enrichissement du français. On assiste au contraire de jour en jour à l'appauvrissement, au dépérissement de notre langue. Même les journalistes ne savent plus faire 2 phrases sans écorcher un mot, sans utiliser un terme anglais, dont il existe pourtant un équivalent français. À la télévision, on est littéralement envahi. Talk show, prime time, best of, morning, coach,
C'est infernal. Dans mon livre, d'ailleurs, j'ai recensé des centaines et des centaines d'occurrences. L'émission avec les chanteurs, par exemple, celle qui est très populaire là, eh bien, comment l'ont-ils appelée? The Voice, The Voice. Ah, c'est du propre, ça. Sans doute que la voix, ça ne faisait pas assez chic, assez branché. Et puis, ne parlons même pas du langage des jeunes, avec toutes leurs expressions incompréhensibles qui dénaturent la langue française. Mais cela a toujours été comme ça, monsieur Langlois. Déjà au XVIe siècle, certains puristes protestaient contre l'emploi de mots italiens en français. Comme vous avec l'anglais aujourd'hui, ils affirmaient que les italianismes corrompaient la beauté de la langue française. Mais les langues évoluent, monsieur, c'est ce qui fait leur richesse. Chaque génération apporte de nouvelles expressions, de nouveaux mots. Enfin, madame, vous n'allez pas me dire que des mots comme « meuf » ou « seum » enrichissent la langue française. Toutes ces incorrections, tous ces barbarismes ne peuvent qu'avoir un impact négatif, un effet négatif sur le bon usage du français. Très bien, alors désolé de vous interrompre, mais nous allons devoir terminer rapidement ce débat. Madame Gargantua, un petit mot pour conclure? Oui, eh bien si vous me le permettez, j'aimerais citer Victor Hugo. La langue française n'est point fixée et ne se fixera pas. Cela résume bien mon sentiment que la langue française est une langue vivante, très vivante, qui a évolué et qui continuera d'évoluer à l'avenir, n'en déplaise aux puristes. Monsieur Langlois? Monsieur Langlois? Oui, moi, je voudrais juste rappeler que si l'usage fait évoluer la langue, un mauvais usage ne la fait pas évoluer dans le bon sens. C'est pourquoi, à mon sens, il est grand temps de réhabiliter la langue française. Eh bien quoi? Ah, mais on peut plus parler avec toi, tu as toujours le nez dans ton téléphone. Non, mais là c'est urgent, c'est Charles, désolé. Oui, bah de toute façon, c'est toujours urgent. Moi, la prochaine fois, mon café, j'irai le boire toute seule. Ah, mais le prends pas comme ça, on doit se mettre d'accord pour la soirée de demain. Bah c'est pas si urgent alors, si c'est pour demain. Non, mais tu connais pas Charles. Il met toujours 15 ans pour répondre aux messages. Alors quand il est en ligne, il faut en profiter. Ouais, ben écoute, tu ferais mieux de prendre exemple sur lui. J'en ai marre de te regarder taper des messages. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Bon, attends, 2 secondes. Je te jure, je finis ma phrase et j'arrête. Voilà, c'est fini. Tu vois, c'était rapide. Et bon, qu'est-ce qu'on disait? Bah je sais plus, moi. Ah si, on parlait de Bénédicte et de son cousin. Oui, ben écoute, j'ai plus trop envie de parler d'eux. Oh, arrête, sois pas vexé. Mais je suis pas vexée, je pense juste que tu as un sérieux problème d'addiction. Oh, tout de suite, les grands mots. Vraiment, je t'assure. Je pense que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, que tu es trop dépendant de ton téléphone. Bon, écoute, je crois que je suis pas le seul, hein. Regarde autour de nous, regarde le gars là-bas. Lui aussi, il regarde son tel. Et elle là-bas, pareil. Et puis d'ailleurs, tu me fais la leçon, mais toi aussi, hein. Il me semble que tu n'es pas la dernière à taper des messages quand on boit un café. Oui, mais moi je me soigne. Ah bon, tu te soignes? Et oui, l'autre jour j'ai vu une émission à la télé sur Arte. Il y avait un spécialiste qui parlait des smartphones, des nouvelles habitudes que ça avait créées. Eh bien, il disait que c'était très nocif pour la santé. Ah ouais? Ouais, ça provoque du stress, de la fatigue, des insomnies, des migraines. Oh là là, si tu veux mon avis, c'est la télé que tu ferais mieux d'éteindre, hein, pas ton téléphone. Et tu sais, ce genre d'experts, je les connais. Des soi-disant psychologues spécialistes du comportement qui gagnent leur vie en faisant peur aux gens, qui squattent les plateaux télé en débitant leurs discours moralistes. Je suis sûr que le type, pendant qu'il parlait, il avait son téléphone dans sa poche, comme tout le monde, hein. Et qu'il attendait impatiemment la pub pour regarder s'il n'avait pas des nouveaux messages. Ouais, t'as peut-être raison, mais n'empêche que depuis que j'utilise moins mon téléphone, je me sens mieux. Maintenant, la nuit, je dors comme un bébé. Bah, je suis content pour toi, mais bon, il faut être réaliste. On va pas retourner à l'âge des cavernes parce qu'un pseudo-expert prétend qu'on dort mieux sans téléphone. Non, mais je dis pas ça non plus. Il suffit juste d'appliquer quelques recettes. Ah ouais? Et je peux savoir lesquelles? Je sais pas, juste s'aménager quelques moments dans la journée sans téléphone. Quand tu vas te promener, par exemple, ou le soir avant de te coucher, ou quand tu bois un café avec une copine.
Bref, être un peu plus raisonnable, apprendre à ne pas compulser sans cesse son téléphone. Ouais, bien sûr, c'est comme tout, il faut être raisonnable. Mais bon, moi j'en ai marre de tous ces gens qui nous disent comment il faut vivre, ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour la santé, ce qui est pas bon, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Moi j'aime bien passer du temps sur mon téléphone. J'aime bien scroller pendant des heures sur Facebook et Instagram. J'aime bien partager des conneries avec mes potes. Non, franchement, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Non, mais écoute, si tu... Ah, attends, excuse-moi. Tu vois, toi aussi, tu es dépendante. Extrêmement dépendante. Fais attention à toi, hein. Non, mais c'est un message de mon chef. Je suis désolée, mais il faut que je réponde, c'est urgent. Bah, écoute, la prochaine fois, moi, mon café, j'irai le boire tout seul, hein. Très drôle. L'autre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Grand problème, petite solution, nous accueillons Antoine Bonnois, propriétaire de l'épicerie Vrac, le panier frais dans le 7e arrondissement de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer en quelques mots ce qu'est une épicerie Vrac ? Oui, bien sûr, c'est très simple. Une épicerie vrac, c'est une épicerie sans emballage, une épicerie zéro déchet qui permet de consommer tout en respectant la planète. Donc, c'est une sorte d'épicerie écologique, c'est ça ? Tout à fait. L'idée à la base, c'est de réduire nos déchets. Et le meilleur moyen de réduire ces déchets, c'est tout simplement de ne pas en produire. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché classique, tous les produits, ou presque, que vous achetez sont emballés. Si vous achetez 1 kg de pâtes, par exemple, vous allez vous retrouver avec du carton ou du plastique que vous allez jeter à la poubelle. Vous savez que chaque Français produit en moyenne plus de 350 kg de déchets par an. C'est énorme. En effet, ça fait beaucoup. Mais alors, techniquement, comment ça marche ? Je veux dire, quand les gens viennent faire leurs courses dans votre épicerie, comment ils font pour ramener les produits chez eux ? S'il n'y a pas d'emballage. Alors ce n'est pas très compliqué. Ils viennent avec 1 ou 2 sacs cabas assez costauds et puis ils utilisent des petits sacs en tissu pour les aliments et des bocaux pour les produits liquides. Les produits liquides ? Oui, on vend aussi des produits liquides. Par exemple, si vous voulez acheter de l'huile ou du vinaigre, eh bien vous vous servez selon la quantité dont vous avez besoin. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Vous achetez au juste poids. Ah, génial ! Et donc, au niveau des produits alimentaires, on trouve les mêmes choses que dans un magasin classique ? Oui et non. Disons que notre philosophie à nous, c'est de proposer à nos clients des produits sains et de qualité. Des produits qui soient respectueux de l'environnement. Donc tout ce qui est malbouffe, nourriture industrielle, évidemment, vous ne trouverez pas ça chez nous. Mais sinon, oui, nous avons tous les produits nécessaires pour bien manger, pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça va des fruits et légumes de saison aux produits secs comme les céréales, les féculents, etc. On a des choses sucrées aussi, des biscuits, des pâtisseries bio. Et vous avez aussi des produits pour la maison, je crois. Oui, exactement. On a des produits d'entretien naturel. On a aussi des produits cosmétiques, des crèmes pour le corps, du savon, voilà. Toujours des choses qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Et ça marche ? Je veux dire, la clientèle suit ? Eh bien, écoutez, oui, c'est beaucoup de travail, mais je crois que les gens sont assez réceptifs. Ils sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Ils ont envie de faire quelque chose au quotidien pour changer les choses, pour consommer mieux, à la fois pour leur santé et pour la planète. Alors c'est vrai que parfois, il y a des gens qui entrent dans l'épicerie et qui ont l'air un peu effrayés, et ils ne comprennent pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais en général, avec un peu de pédagogie, ils comprennent très bien l'intérêt de ne pas avoir d'emballage. Et puis de l'autre côté, on a réussi à fidéliser une clientèle de base, on va dire, des gens qui partagent nos inquiétudes par rapport à l'avenir, et qui veulent aussi agir au quotidien, en soutenant l'agriculture locale. Très bien ! Et au niveau des prix, les produits bio ont souvent la réputation d'être plus chers pour les consommateurs. Alors franchement, je ne crois pas qu'on soit plus cher que les autres. En tout cas, pour des produits de cette qualité, les prix sont tout à fait abordables. Et justement, nous, notre objectif, c'est de proposer quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre.
L'idéal, ce serait que tous les magasins se mettent à copier notre modèle, que même les supermarchés se mettent au vrac. On peut toujours rêver. Oui, mais certains font des efforts en la matière, hein. Même si ça reste pour eux un argument purement marketing. Ils ont compris eux aussi que les gens en avaient marre de gaspiller, de jeter des tonnes de déchets à la poubelle. Eh bien, espérons que le message va passer. Merci encore à vous, Antoine Bonnoy, d'avoir été notre invité et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Agence Loca Vacances, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle au sujet de l'appartement que j'ai loué pour mes vacances. Oui, quelles sont les références de votre dossier? C'est un F1 à la Grande Motte, rue Général Leclerc. Oui, mais quel est votre numéro de dossier? Le numéro qui est inscrit sur votre contrat de location. Ah, attendez, je sais pas trop, il y a tellement de paperasse. C'est un papier jaune, c'est ça? C'est possible, oui. Alors attendez, le numéro de location, c'est ça? Oui. Alors le voilà, c'est le numéro 186 957. Très bien, vous êtes Monsieur Vouglois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, quel est votre problème? Je vous écoute. En fait, il n'y a pas qu'un problème, il y en a plusieurs. Enfin, le plus pénible, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau chaude. Dans la cuisine, oui, mais pas dans la salle de bain. C'est pas très agréable pour prendre une douche. Oui, je comprends. Et quels sont les autres problèmes? Il n'y a pas de fourchette non plus. Il y a des couverts, des couteaux, des cuillères, mais il n'y a pas de fourchette. C'est pas très pratique pour manger. Oui, en effet. Quelque chose d'autre? La porte-fenêtre pour accéder au balcon est bloquée. Du coup, on a un magnifique balcon avec vue sur la mer, mais on peut pas en profiter. On mange nos tomates à la petite cuillère sur la table basse du salon. Il y a mieux quand même pour les vacances. Oui, je comprends. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Enfin, ça fait déjà beaucoup, non? Pour 1 000 € la semaine, on pourrait quand même avoir un logement correct. Oui, je comprends, monsieur. Nous en sommes désolés. Nous allons essayer de vous envoyer un plombier dans la semaine. Dans la semaine? C'est une blague? On reste pas 2 mois, hein? Nous, on repart samedi déjà. Et j'ai pas envie de prendre une douche froide pendant une semaine. Ma femme non plus d'ailleurs. Avec le sable qui colle partout, ce serait pas un luxe de prendre une douche chaude quand même. Oui, je comprends, monsieur, mais vous savez, les plombiers aussi prennent des vacances. En plein mois d'août, les rares qui sont disponibles sont très débordés. Écoutez, madame, c'est pas mon affaire ça. Je veux bien être gentil, mais ma patience a des limites. Alors, vous allez me régler ce problème dans la journée ou sinon je fais un scandale. Oui, je comprends, monsieur, mais enfin, l'état des lieux a été fait à votre arrivée hier. Je l'ai sous les yeux, et rien de spécial n'a été signalé. Oui, mais j'allais pas prendre une douche avec la dame de l'agence. Je comprends, mais la porte-fenêtre, les couverts, tout était en état, tout était là, d'après l'état des lieux. Enfin bon, qu'est-ce que vous croyez? Que je vais m'amuser à piquer des fourchettes? Vous me prenez pour un receleur ou quoi? Et puis le balcon, de toute façon, votre dame là, elle y a même pas mis les pieds. Pourtant, il est écrit que le balcon a été vérifié. Vous l'avez bien signé, cet état des lieux, non? Oui, mais je lui faisais confiance. Moi, j'ai pas tout relu en détail. Bande de malhonnêtes. Allez, ça suffit maintenant. Donnez-moi le numéro du directeur. Je regrette, monsieur, mais c'est impossible. Ah oui? Alors, c'est quoi votre adresse? Où est votre agence? Nous n'avons pas d'adresse physique, monsieur. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça signifie que nos bureaux sont dématérialisés. Dématérialisé. Et je fais comment alors moi? Je vous envoie un email? Le mieux est d'envoyer votre réclamation via notre site internet. Il y a un formulaire dédié. C'est le plus efficace. Ah oui. Et comment je vais faire? Le Wi-Fi non plus ne marche pas. J'avais oublié de vous le dire. Décidément. Vous l'avez dit, oui. Bon, écoutez, je crois que je vais aller voir directement la police et comme ça, vous aurez de mes nouvelles, je vous le garantis. C'est noté, monsieur. Bonnes vacances. Vous écoutez Radio Inter, il est 15h, l'heure de retrouver notre rendez-vous quotidien 3 minutes pour comprendre la France avec Philippe Le Guérec. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour Anne-Sophie, ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Alors Philippe, aujourd'hui vous allez nous parler des voies vertes.
Tout à fait, Anne-Sophie. Les balades en famille le dimanche, en pleine nature, le long d'une rivière, à l'orée d'un bois, à vélo ou à pied. Ça fait envie, non? Oh oui. Eh bien, voilà, pour profiter de tout cela, rien de mieux qu'une voie verte. Alors, une petite précision importante pour commencer. Parfois, les gens ont tendance à confondre piste cyclable et voie verte. Mais ce n'est pas la même chose. Vous connaissez la différence, Anne-Sophie? Non, enfin, je ne suis pas sûre. Eh bien, c'est très simple. Sur une piste cyclable, on ne circule qu'à vélo. Alors que la voie verte est ouverte à tous les modes de déplacement non motorisés. On peut donc s'y promener à vélo, mais aussi à pied, en roller et même à cheval, pourquoi pas? Et le vélo électrique y est autorisé également? Oui, bien sûr. On en rencontre d'ailleurs de plus en plus souvent sur les voies vertes en France. En revanche, pas de moto, pas de voiture bien sûr. Ces voies étant principalement destinées à un usage de loisir, un usage récréatif et sécurisé qui permet à tout le monde de se balader sereinement, sans stress, ce qui est un vrai plus pour les jeunes enfants et leurs parents notamment, ou pour les cyclistes néophytes qui découvrent le vélo et souhaitent éviter la circulation automobile. Et alors, où est-ce qu'on les trouve, ces voies vertes? Alors, en général, les voies vertes traversent des paysages bucoliques, des paysages de campagne, en suivant le tracé d'anciennes voies ferrées, en empruntant des chemins de halage, des routes forestières. On peut donc se promener tout en admirant des lieux splendides, des rivières, des canaux, des viaducs, des bois, des champs. Bref, on respire le grand air. On fait un peu de sport et on en prend plein les yeux, sans débourser un centime. Et il y a des voies vertes dans toute la France? Quasiment oui. En tout cas, il existe déjà 18 848 km d'itinéraires aménagés sur le territoire métropolitain et de nombreuses voies sont en cours de réalisation, ce qui devrait permettre au réseau français d'être l'un des plus développés et des plus attractifs en Europe. Est-ce que vous auriez un parcours à nous recommander en particulier? Alors toutes les voies vertes valent le détour, évidemment. Mais si je ne devais en retenir qu'une, ce serait celle qui traverse ma région, la Bretagne, en suivant le canal de Nantes à Brest. C'est un parcours splendide, avec plus de 200 écluses, de nombreux ouvrages d'art, des paysages divers et contrastés, des villes historiques. Oh là là, ça met l'eau à la bouche tout ça. Merci à vous Philippe et à demain pour une nouvelle chronique. Merci Anne-Sophie. Salut Laurent, ça va? Non, je suis dans la mouise. Le chef m'a demandé un article pour demain et j'ai toujours pas commencé. Bah ça va, t'as encore le temps. Ben non, je dois lui envoyer à 15h, dernier carat. Ça va, il est pas encore midi, t'es large. T'as écrit combien de mots déjà? Zéro, nada, rien du tout. C'est bien ça le problème, je sèche complètement. J'ai absolument aucune inspiration. Ah, l'angoisse de la page blanche. Exactement. C'est la première fois que ça m'arrive, je comprends pas. Bon attends, je vais te donner un petit coup de main. C'est quoi ton thème? Bah justement, le patron m'a laissé carte blanche. C'est pour la rubrique environnement. Faut que je ponde 2000 mots environ. 2000 mots? Ah ouais, en effet, t'es pas sorti de l'auberge. Mais comment ça se fait qu'il t'ait prévenu si tard? Apparemment, il y a eu un souci avec Mathilde. C'est elle qui était chargée de l'article et elle lui a fait faux bond à la dernière minute. Il a pas voulu m'en dire plus, mais à mon avis, on n'est pas près de la revoir celle-là. Il était furax. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai toujours trouvé que cette fille était pas très nette. Rien qu'avec sa dégaine, on voit de suite qu'il y a quelque chose qui cloche et... Ouais, bah écoute, hein, je m'en fous un peu de Mathilde. Pour l'instant, moi, mon problème, c'est cet article de mes deux. T'as qu'à faire un truc sur le réchauffement climatique. Avec la canicule qu'il fait en ce moment, t'as de quoi écrire un bon papier. Ah non, merci, et je veux pas faire un truc bateau non plus. J'ai une réputation à tenir. Ah, excuse-moi, j'avais oublié que monsieur visait le prix Pulitzer. C'est pas ça, mais si le chef m'a demandé à moi, c'est qu'il attend quand même quelque chose d'un peu décalé. D'ailleurs, les articles de Mathilde étaient pas mal dans le genre. La semaine dernière, son truc sur les applis vertes a fait un carton. Ouais, et du coup, le succès lui est monté à la tête. Je te parie qu'elle a demandé une augmentation, qu'elle a fait du chantage ou un truc comme ça.
Ça m'étonnerait pas d'elle. Bon, au lieu de faire ta langue de vipère, tu voudrais pas m'aider? Volontiers, mais monsieur trouve mes idées trop vulgaires. Arrête, j'ai pas dit ça. C'est juste qu'il me faut un sujet percutant, original, pas un énième papier sur le réchauffement climatique. C'est bon, on a compris qu'il faisait chaud. Attention, tu vas virer climato-sceptique. Tu parles. Je suis surtout stressé. Bon, j'ai peut-être une idée. J'ai lu un truc très sympa ce matin dans le courrier de Camargue. Ouais? Ouais. Bah vas-y, accouche. Je sais pas si tu le mérites. Allez, arrête de me faire tourner en bourrique. Non, mais ça va peut-être pas te plaire. Allez, je te dis. Bon, c'était un article sur 2 types qui ont inventé une borne anti-moustique révolutionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est juste quelque chose de super écologique et d'hyper innovant. Un plein dans ton sujet, quoi. En plus, c'est du Made in France. Le genre de truc qui plaît bien aux lecteurs. Ah ouais? Bon, attends, je vais regarder. Borne anti-moustique. Ah voilà. Bon, voyons ce que ça dit. 2 jeunes arlésiens ont inventé un piège efficace qui tue près de 90% des moustiques dans un rayon de 60 mètres sans le moindre insecticide connecté. Ces bornes collectent également des données pour mieux lutter contre l'invasion du moustique tigre, vecteur de maladies infectieuses. Mais c'est génial ça! Qu'est-ce que je te disais? Ah ouais, le seul problème c'est qu'on n'est pas les premiers sur le coup. Il y a déjà pas mal d'articles sur le sujet, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est surtout dans la presse régionale. Au niveau national, je crois que personne n'a encore repris l'info. Exact. En plus, je vais tourner ça comme il faut. 2 copains d'enfance dans la Camargue, infestés de moustiques. Soudain, ils ont une idée de génie. Une idée qui va faire le tour du monde. La fin des piqûres de moustiques et des nuits agitées. Le triomphe de l'innovation à la française. Oh là là, ça va faire un storytelling de ouf. Ouais, bah t'emballes pas non plus, hein. Non mais si, ça y est, l'inspiration revient. Merci du tuyau. Allez, laisse-moi bosser maintenant. Ouais, de rien. T'auras intérêt à me remercier quand tu recevras ton Pulitzer. T'inquiète, j'y veillerai. Bonjour, monsieur Constant. Bonjour madame. Comment allez-vous? Vos recherches d'emploi avancent? Vous avez de nouvelles pistes? Eh bien, rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Je crois que le secteur de la traduction est bel et bien bouché. Et vous avez été voir du côté des ONG, comme je vous l'avais suggéré lors de notre dernier entretien? Oui, mais il y a vraiment pas grand-chose. Et pour des salaires de misère. Ah si, j'ai fait une traduction pour une association qui s'occupe des migrants. Ça m'a pris 4 heures. Ils m'en ont payé une, au SMIC, et encore, quand je dis payer, j'attends toujours le virement sur mon compte. Oui, je vous avais prévenu. C'est un secteur difficile d'accès, surtout quand on n'a ni l'expérience ni les diplômes requis. Ben justement, en parlant de diplôme, j'ai une nouvelle idée. Une formation qui vous coûterait pas bien cher. Et cette fois, ce serait la bonne, je vous le promets. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête encore? Écoutez, depuis l'enfance, je dévore des livres, des BD, des classiques, des essais, des romans. J'ai toujours adoré les bouquins. Du coup, je me suis dit que bibliothécaire, ce serait le métier parfait pour moi. C'est tellement évident que je me demande comment je n'y ai pas pensé plus tôt. Écoutez, monsieur Constant, je vais jouer franc jeu avec vous. Ce genre de discours, vous me l'avez déjà servi plusieurs fois. Il y a 3 ans quand vous avez voulu devenir codeur. Il y a 2 ans quand vous avez suivi une formation de tailleur de pierre. Il y a 6 mois quand vous m'avez annoncé que vous alliez profiter de vos notions d'italien pour devenir interprète. Il faut être raisonnable à un moment. Non, mais je vous assure que cette fois c'est la bonne. Je vous dis que j'ai la vocation. Depuis l'enfance. Dumas, Balzac, Camus, j'ai tout lu. Mais il ne suffit pas d'être un grand lecteur pour être bibliothécaire. C'est un vrai métier qui fait appel à différentes compétences. Gestion des stocks, relations avec le public, organisation d'événements, maîtrise d'éthique. Je sais tout ça, Madame Champlain, ne vous inquiétez pas. Je me suis déjà bien renseigné. En plus, c'est un secteur qui recrute. Toutes les semaines en France, on ouvre une nouvelle médiathèque. Et puis, c'est un concours national. C'est l'égalité républicaine. Les meilleurs sont retenus et c'est tout. Je risque pas d'être victime d'injustice ou de discrimination, comme sur les chantiers. Je ne suis pas certaine, monsieur Constant.
L'obtention du concours vous donne seulement l'autorisation de postuler auprès des collectivités territoriales, il me semble. Oui, peut-être, mais enfin, vous m'avez compris. Si je réussis le concours, mes chances de décrocher un job seront quand même très fortes. Et pour réussir le concours, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce de Pôle emploi pour payer les cours de préparation. J'admire votre enthousiasme et votre optimisme, mais vous savez, Pôle emploi n'a pas vocation à financer toutes vos lubies. Nous avons déjà été très généreux avec vous. Nous ne pouvons pas vous payer une formation tous les 6 mois. Mais celle-ci coûte 3 fois rien. Tout est en ligne, le matériel est sur une plateforme. Les contacts avec les professeurs se font par email, du coup ça limite les frais. Et puis c'est dans votre intérêt, car si je réussis le concours, il y aura un chômeur de moins sur vos listes. Si seulement... Enfin, de toute façon, vous connaissez la procédure. Vous devez faire une demande en bonne et due forme via le formulaire électronique sur notre site. Mais bon, ne vous faites pas trop d'illusions, monsieur Constant. Vu vos antécédents, il y a peu de chances que votre requête aboutisse. On peut toujours rêver. Oui, c'est vrai, ça ne coûte rien. Eh ben voilà. Allons-y pour la requête. Waouh, t'as vu le match hier? Phénoménal! Tu parles de Nadal? Bien sûr que je parle de Nadal. 14e titre à Roland-Garros, 22e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. C'est le meilleur de tous les temps, c'est clair et net maintenant. Ouais, merci les picouses et la dope, hein? N'importe quoi. Tu dis ça parce que t'es frustré, parce que t'as toujours préféré Federer, l'élégant, l'esthète, le toucher soyeux. Oui, c'est ça. C'est surtout que j'ai jamais pu piffrer ce bourrin de Nadal. Mais alors là, ça dépasse l'entendement. Le gars, il avoue tranquille en conférence de presse qu'il est chargé comme une mule et tout le monde l'applaudit. On nage en plein délire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tout le monde sait, voyons. Que ton Nadal, il a joué sous infiltration pendant toute la quinzaine. Même lui, quand on lui a demandé combien il avait reçu de piqûres, il en a rigolé. Le gars, il boite, il a un genou en compote et il fout un 3-7-0 en finale de Roland, tranquillou. Ben, à ce que je sache, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il a pris que des choses autorisées. Mais c'est bien ça le problème. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Je dis pas que Nadal est nul, bien au contraire. Avec la carrière qu'il a derrière lui, c'est sûr qu'il n'est pas manchot. Mais bon, si tu lui enlèves ses docteurs, eh bien, ses tournois du Grand Chelem, tu peux lui en enlever, je sais pas, la moitié au moins. Et hier, par exemple, vu l'état dans lequel il était, il aurait tout simplement pas pu jouer sans l'aide du Toubib. Ouais, mais bon, c'est normal de se faire soigner quand tu es blessé, non? C'est pas parce que tu es sportif professionnel que tu n'as pas le droit de prendre des médicaments et de soulager tes douleurs. Ouais, mais il y a soulager et soulager. Il y a des limites quand même. Si t'es vraiment blessé, tu t'arrêtes de jouer, point à la ligne. Tu vas te soigner, tu reviens quand t'es guéri. Et c'est pas plus compliqué. Je peux te dire que les cyclistes, ils l'ont mauvaise parce que on les traite pas comme Nadal, hein. Dans le vélo, les infiltrations pendant la compétition, c'est complètement interdit. C'est considéré comme du dopage. Et c'est bien normal. Bah écoute, c'est pas Nadal qui a écrit les règlements non plus. Oui, je sais, mais ce 2 poids 2 mesures, ça m'agace vraiment. Je te jure, Nadal, au fond, j'ai rien contre lui. C'est vrai qu'il m'a toujours énervé avec ses tics et tout, mais enfin, je reconnais quand même que c'est un grand champion. Le problème, c'est le système qui lui permet de faire ça. À la limite, Nadal, je le plains même. Il est en train de bousiller sa santé pour ajouter une ou deux breloques à son palmarès. C'est triste quand même. Qu'est-ce que tu veux, c'est un vrai passionné. Le tennis, c'est sa vie. Et vu son niveau actuel, il aurait tort de décrocher. Comme tu dis, même sur une jambe, il reste intouchable sur terre battue. Si le règlement lui permet de jouer comme ça, il a bien raison d'en profiter. Ouais, on verra. On en reparle dans quelques années. De toute façon, tu l'as bien dit, hein, terre battue, c'est que ça qu'il sait faire, hein, parce que sur les autres surfaces, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, toi, t'es toujours aussi rabat-joie, même sans infiltration. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, je suis un passionné. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans Grain de sel, l'émission qui fait débat. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui devrait faire monter la température de quelques degrés dans le studio, un thème qui divise et qui fait couler beaucoup d'encre, le développement personnel. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Jean Bourvil, vous êtes philosophe, auteur d'un petit livre corrosif, Le développement personnel, l'arnaque du siècle, aux éditions Plomb. Marie-Edwige Magazin, vous êtes coach de vie et vous avez écrit un guide de développement personnel qui est devenu un véritable best-seller, Le bonheur à portée de la main. Alors Madame Magazin, comment expliquer un tel succès? Je crois que les gens ont envie d'être heureux, tout simplement.
de croquer la vie à pleines dents. Mes conseils et ceux de mes collègues les aident à se réaliser, à concrétiser leurs projets, leurs envies. Et quelle est la recette du bonheur selon vous? Est-ce que c'est si facile que cela d'être heureux? Alors, il n'y a pas une seule recette, tout dépend aussi de chacun, de sa personnalité, de son caractère. C'est à chaque personne vraiment de trouver sa voie. Oui, mais dans votre ouvrage, vous donnez bien des trucs, des astuces pour y parvenir. Oui, bien sûr. Je propose des pistes, des remèdes. Ça passe d'abord par une redéfinition de nos priorités. Il s'agit pour chacun de voir ce qui est le plus important pour lui, de comprendre ce qui le rend heureux, malheureux, et d'agir en connaissance de cause. Ça peut passer aussi par des exercices de relaxation, de maîtrise de soi, de maîtrise de son corps. Ça passe aussi par la confiance en soi, la compréhension des autres, le lâcher-prise. Jean Bourvil, je vous vois sourire. Pourquoi? Parce que c'est de la poudre aux yeux tout ça. Vous excuserez ma franchise, Madame Magasin, mais pour moi, tout ce discours sonne extrêmement creux. On nous ressort des lieux communs vieux comme le monde. Et on nous fait croire que c'est révolutionnaire. Mais il n'y a rien de plus banal qu'un livre de développement personnel. C'est simple. Quand vous en avez lu un, vous les avez tous lus. Vous avez lu le livre de Madame Magasin? Non, je vous dis. C'est pas la peine. Avant même de l'ouvrir, je sais déjà ce que je vais trouver dedans. Quel mépris! Non, mais ce n'est rien de personnel. Ne le prenez pas pour vous. Je ne doute pas que vous soyez de bonne foi. Je dis juste que le développement personnel en soi est une arnaque, une escroquerie. Alors, en quoi est-ce une arnaque? Est-ce que vous pourriez un peu développer, monsieur Bourvil? Eh oui, bien sûr. En fait, le développement personnel s'appuie sur une seule chose. Le moi, l'ego, le culte de l'individu. Il renforce les pulsions narcissiques des gens. À l'ère des selfies, il dit à tout un chacun « Tu es le maître de ta propre vie, le bonheur dépend de toi et de toi seul. » C'est de la fiction, bien évidemment. Ces théories fallacieuses font complètement l'impasse sur les autres, sur la complexité des relations sociales, sur le rapport à l'autre. Elles confortent des gens dans leur petit culte personnel et les enferment sur eux-mêmes au lieu de les ouvrir sur le monde. Je trouve cette approche extrêmement malsaine. Marie-Edwige Magasin. Comment réagissez-vous à ces critiques? C'est tellement absurde que je ne sais pas par où commencer. Monsieur Bourvil n'a pas lu mon livre, c'est une certitude, sinon il ne débiterait pas autant de sottises à la fois. Et après vous allez dire que c'est moi qui suis méprisant. Non mais écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour voir qu'il y a derrière les propos de Monsieur Bourvil beaucoup de jalousie et de ressentiment. Pendant des siècles, les philosophes ont cherché le bonheur sans parvenir à le trouver. Alors forcément, maintenant qu'ils ont de la concurrence, qu'il y a des gens qui ont trouvé des choses plus efficaces, ils sont bien embêtés. Ils tiennent à leur fonds de commerce au fond, et c'est bien normal. Et c'est pour cela qu'ils essaient de surfer sur notre succès en nous dénigrant. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'on fait ça par intérêt, c'est ça? Et je vous rappelle que mon livre coûte 9,99 € seulement, alors que le vôtre est à plus de 20 €. Oui, mais le mien a 2 fois plus de pages que le vôtre. Et il n'a pas été écrit avec les pieds. Bon, écoutez, je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir ensuite avec les questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Merci. Coucou, mon grand, ça va? Je te dérange? Non, T'es en train de réviser? non, Tu fais quoi? rien. Bah si, t'es bien en train de faire quelque chose. Ne me prends pas pour une imbécile. Non, mais c'est rien, je te dis, je fais un mème. Un mème? C'est quoi ça? C'est un truc sur internet, tu peux pas comprendre. Tu penses que je suis trop bête pour comprendre, c'est ça? Non, mais c'est pas de ta génération, c'est tout. Ah bah encore mieux. Donc je suis trop vieille, c'est ce que tu insinues? Mais non, maman, c'est pas intéressant pour toi. Alors tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais figure-toi que moi aussi j'utilise Internet. Je suis peut-être née à l'âge des cavernes, mais je sais me servir d'un clavier et d'une souris. J'ai même un compte Instagram. Ah ouais? T'es sur Insta, toi? Eh oui, ça t'épate, hein? La vieille est branchée. J'ai beau avoir 52 ans, je suis toujours à la page. Je vois ça, et tu vas bientôt finir sur TikTok? Et pourquoi pas? Bon, allez, explique-moi un peu, c'est quoi un mème? Ben en fait, bon, c'est une image, une vidéo virale avec un peu de texte.
C'est quelque chose de marrant, c'est des sortes de blagues, quoi. Et comment tu fais alors pour faire ça? Bah, pour créer un mème, tu trouves un bon template, une bonne image, et après, t'ajoutes le texte. Tu peux faire des retouches aussi, avec Photoshop, trafiquer un peu l'image. Et hop, après, tu postes ça sur Facebook, Snapchat, Insta, et voilà. Et c'est quoi le but? Rien, c'est pour rigoler, quoi. Ah ok. Bah, après, le but, c'est quand même d'avoir des réacs, des gens qui likent ton post et tout ça, quoi. Bah, le mieux, c'est quand t'arrives à faire un 3/4. Un 3/4? Ouais, c'est quand t'as plus de 1000 réactions sur un seul post. Ah, et ça arrive souvent? Bah, ça dépend de la page où tu postes. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Regarde celui-là, par exemple, il y a plus de 1500 likes. Ah, mais c'est ça que tu appelles un mème? Moi, j'appelle ça un photomontage, tout simplement. Vous les jeunes, vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude, mais en fait, vous faites des choses qui existent depuis longtemps. Ok, boomer. Comment? Attention, ça je sais très bien ce que ça veut dire. Je te conseille de me parler sur un autre ton, jeune homme. Je suis ta mère quand même. Ouais, ça va, désolé. Et d'ailleurs, c'est bien joli de faire des mèmes, mais je te rappelle que le bac approche à grands pas. Ça va, j'ai encore le temps. Oui, c'est ce qu'on dit. En attendant, je te vois pas beaucoup réviser. Je vais pas te répéter ce qu'on t'a déjà dit avec ton père. Pas de mention, pas de voiture. Et il est hors de question qu'on te finance une prépa hors de prix pour que tu passes ton temps à te tourner les pouces. Mais t'inquiète, maman, t'auras rien besoin de me payer du tout. Je vais être pris en prépa, les doigts dans le nez. Et puis avec la moyenne que j'ai eue cette année, le bac, ça va être une formalité. Oui, bah justement, avec tes facilités, c'est vraiment dommage que tu ne fasses pas plus d'efforts. À force de te reposer sur tes lauriers, un jour, tu auras une mauvaise surprise. Ouais, c'est ça, on verra. J'espère me tromper, hein. Ouais, bon allez, il faut que je finisse ça. Après, je dois aller chez Marco. Tu sors encore ce soir? Maman, on est vendredi, c'est le week-end. Bon, bah rentre pas trop tard quand même. Oui, maman, bien sûr, maman. Allô, François? Ouais, salut Jeanne. J'ai vu que tu m'avais appelé. Ouais, c'est la grosse merde. J'ai encore paumé ma carte bleue. Non, c'est pas vrai. Ouais. Encore? C'est la combien? La 4e? La 5e fois? La 7e. Oh là là, et je parie que t'avais encore bu comme un trou. Ouais, on peut rien te cacher. C'était la nif de mon cousin. Il fêtait ses 30 ans, alors forcément, on n'y est pas allé de main morte. T'exagères quand même. Et t'as fait opposition? Ouais, bien sûr. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai appelé la banque tout de suite. Je connais la procédure maintenant. Tu m'étonnes. N'empêche que ta banquière, elle va péter les plombs. Ouais, déjà, la dernière fois, elle m'a passé un sacré savon. Ça, plus les découverts à répétition, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Elle va finir par me dire d'aller voir ailleurs. Allez, hausse du balai. Ouais, après, tant que tu payes ta nouvelle carte, c'est pas son problème, hein. Ouais, mais quand même. Enfin, le truc qui craint le plus, c'est si quelqu'un a vidé mon compte entre-temps. Tu t'en es rendu compte à quelle heure? Bah, à mon réveil, quoi, vers midi. Aïe, 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 t'abuses. Ouais. Et tu as pas pu vérifier ton compte? Bah non, la banque est fermée. C'est des feignasses. Le samedi, ils bossent que le matin. Et t'as pas une appli de ta banque sur ton téléphone? Bah si, mais il y a toujours un décalage entre le moment où tu retires de l'argent et le moment où ils enregistrent ça sur ton compte. Ouais, c'est vrai. Eh bien, t'as plus qu'à prier alors. Ouais, exactement. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur mon compte. En plus, avec tout ce que j'ai dépensé hier, j'ai rincé tout le monde. J'étais chaud comme la braise. Oh là là, t'es incorrigible. Ça va finir par te perdre un jour. Parle pas de malheur. En tout cas, moi, je sais pas comment je vais faire. La banque ouvre pas avant mardi et j'ai presque plus un rond. Il doit me rester un billet de 10 et c'est tout. Ah, tu as vraiment le chic pour te mettre dans des situations à la con. Tu veux que je te dépanne un peu? Ouais, ce serait vraiment cool. T'as besoin de combien? Je veux pas... Mon frigo est vide en plus. Au moins 50 ou 100 balles si tu pouvais. Oh là, c'est la fin du mois en plus. Je suis un peu ric-rac, moi. Ouais, je m'en doute bien, mais bon... Écoute, passe à la maison ce soir, on bouffera ensemble. Ça te fera toujours un repas de moins à préparer. Pour les 100 balles, on va voir. Merci, c'est vraiment gentil. T'inquiète, jusqu'à mardi, on va bien réussir à s'arranger. Merci ma Jeanne, c'est vraiment cool. T'es une vraie pote, Ouais, toi. allez, à ce soir. À toutes, ciao. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Dans notre émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Bistro. Jean-Marc Bistro, vous êtes docteur en histoire et auteur d'un essai intitulé « Les cafés en France ». Un petit ouvrage absolument savoureux que j'ai personnellement dégusté avec un grand plaisir. Merci. Alors Jean-Marc Bistro, dites-nous tout.
À quand remontent les premiers cafés en France? Alors, les premiers établissements qui portent ce nom ouvrent leurs portes en France au XVIIe siècle. Ils suivent de peu l'arrivée dans notre pays d'une nouvelle boisson, le café, tout droit venu de Constantinople. Oui, parce que le café, le lieu, est évidemment lié au café, la boisson. Tout à fait, parce qu'il existait bien entendu, avant le XVIIe siècle, des endroits où les gens se rencontraient pour discuter et pour boire. Des débits de boissons comme les fameuses tavernes au Moyen-Âge. Mais le café, en tant que tel, acquiert assez rapidement une aura particulière, un rôle bien à part dans la société. Vous écrivez dans votre livre que sans les cafés, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Exactement. Au XVIIIe siècle, le café constitue un lieu de sociabilité important, où circulent les idées nouvelles, où la pensée des Lumières se diffuse. On y parle de politique, de philosophie, de religion, d'art, et on y échange des idées, on évoque l'actualité. On assiste surtout à une sorte de démocratisation de la parole, car les cafés ne sont pas seulement fréquentés par les riches bourgeois ou les gentilshommes, mais on y trouve aussi des gens du peuple, des petits travailleurs, des indigents. D'ailleurs, au XIXe siècle, Balzac écrit que le comptoir d'un café est le parlement d'un peuple. Tout à fait, cela montre bien la dimension politique des cafés en France. Et qu'est-ce qu'on boit à cette époque dans les cafés? Seulement du café? Ah non, pas du tout. C'est un peu comme aujourd'hui. On peut y boire tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi, je dirais. On a le témoignage de Louis-Sébastien Mercier, un écrivain du XVIIIe siècle, qui nous explique, je cite, « En général, le café qu'on y prend est mauvais et trop brûlé, la limonade dangereuse, les liqueurs malsaines et à l'esprit de vin. Mais le bon Parisien, qui s'arrête aux apparences, boit tout, dévore tout, avale tout. » Ah oui, en effet, ça ne fait pas trop envie. Non, ce côté-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était mieux avant. Alors justement, ce que j'ai apprécié dans votre ouvrage, c'est que vous ne vous contentez pas de sonder le passé, de faire l'historique des bistrots en France. Vous tournez aussi votre regard vers le présent, vers aujourd'hui, même si ce que vous nous en dites n'est pas très réjouissant. Oui, c'est vrai, malheureusement, l'évolution récente des cafés est assez inquiétante. Vous nous expliquez qu'il y avait environ 200 000 cafés dans les années 60 et qu'il n'y en a plus que 30 000 environ aujourd'hui. Comment expliquer cette chute vertigineuse? Alors il y a de multiples facteurs, comme toujours, la société, les mœurs évoluent, c'est normal. Enfin, pour expliquer cette baisse, on peut mettre en avant les effets des campagnes de prévention routière, à partir des années 80, avec un discours anti-alcool beaucoup plus fort qu'avant, qui fait que les gens sont beaucoup plus prudents et préfèrent boire chez eux. Il y a aussi eu la rénovation urbaine, dans les villes, qui a entraîné la fermeture de milliers de cafés, ou la désertification des campagnes, l'exode rural, qui a poussé de nombreux cafetiers de villages à mettre la clé sous la porte. Vous évoquez aussi l'interdiction de fumer dans les lieux publics, en 2008. Oui, évidemment. Et plus récemment encore, il y a eu la crise Covid, dont on mesure encore mal l'impact, mais qui a forcément provoqué la faillite de certains bistrots. Alors, vous parlez de bistrot, justement pour finir sur une note plus positive. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur la richesse lexicale que vous évoquez dans votre livre? Oui, alors je me suis amusé à recenser les termes qu'on utilisait pour parler de ces établissements, et j'en ai trouvé plus d'une dizaine. Donc le café et le bistrot évidemment, mais aussi le troquet, le bar, le rad, la gargote, le bougna, la taverne, le cabaret, l'assommoir. Alors beaucoup de ces mots ont vieilli et sont sortis de l'usage bien sûr, mais ils témoignent je crois de l'importance que le café a eu et a encore dans notre histoire, de ses différents visages, de ses différents avatars. Très bien. Dernière question, un peu plus personnelle. Jean-Marc Bistrot. Votre nom de famille n'est pas trop dur à porter? Non, ça va. Quand j'étais petit, on me faisait beaucoup de blagues à ce sujet, mais aujourd'hui, je me suis dit que c'était un patronyme prédestiné. Merci Jean-Marc Bistrot d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, bonjour monsieur, je cherche une voiture. Oui madame, vous êtes au bon endroit. Quel type de véhicule il vous faut? Une berline, un break, un SUV? Vous avez un modèle précis en tête peut-être? Oh là là, non, pour être franche avec vous, j'y connais pas grand-chose en voiture. Je comprends, pas de souci madame. Je suis là pour vous aider. C'est pour quel usage plutôt? De la ville, de l'autoroute? En fait, un peu de tout. J'en ai besoin pour aller au boulot, mais aussi pour des trajets plus longs, pour aller en vacances avec mes enfants par exemple. Ah ok, donc une voiture familiale plutôt. Oui, voilà. Je viens de divorcer et c'est mon ancien mari qui a gardé notre grosse voiture. Moi j'ai une petite Twingo, une 3 portes, mais avec les enfants c'est pas très pratique. Ils sont un peu à l'étroit.
Ah, je comprends. Vous avez combien d'enfants? 2, mais ils poussent très vite, vous savez. L'aîné a 14 ans et le cadet 12. Ils ont déjà de grandes jambes à cet âge-là. Ah, je comprends, madame, je comprends. Alors, écoutez, la 5008 que vous voyez là-bas, c'est le confort assuré. À l'arrière comme à l'avant. C'est la reine des familiales. C'est laquelle, la bleue? Non, non, c'est celle en gris métallisé, juste derrière. Ah oui, elle est très jolie, en effet. Elle est à combien? À 36 861 €, avec la garantie constructeur. Oula, alors là non, on s'est pas bien compris, pas du tout. Il me faut quelque chose de beaucoup plus modeste au niveau du prix. Je roule pas sur l'or malheureusement. Ah, ok, je comprends. Quel est votre budget alors? J'avais pensé à 5 000 €, 6 000 grammes maximum. Ah, ok. Donc à ce prix-là, ce sera forcément un véhicule d'occasion. Ah oui, bien sûr, je peux pas me permettre d'acheter du neuf. Bon, alors écoutez-moi, vous avez de la chance. J'ai justement une belle 308 qui est arrivée ce matin même, et qui pourrait à mon avis faire votre bonheur. Suivez-moi, je vais vous la montrer. Voilà, regardez. 5 995 €. Garantie 6 mois, c'est vraiment une affaire. Moteur HDI, 92 chevaux moteur, 5 chevaux fiscaux, et en plus les pneus sont neufs. Et la courroie de distribution vient d'être changée. Ah oui, elle est pas mal, mais elle est pas un peu, comment dire, un peu allongée? Mais c'est normal, c'est la version SW, c'est un break. Avec ça, je peux vous assurer que vous aurez de la place pour emmener vos enfants où vous voulez. Le coffre est extrêmement spacieux et les sièges très confortables. Oui, mais ça doit pas être très pratique pour les créneaux, non? Ah mais si, au contraire, on se garde comme dans du beurre avec cette tétine-là. Il y a un système d'aide au stationnement avec des capteurs qui vous préviennent quand vous êtes trop près du trottoir ou d'une autre voiture. Ah ok, c'est le truc qui fait bip bip, c'est ça? Exactement. Et puis de toute façon, c'est comme pour chaque voiture. Une fois que vous avez vos points de repère, vous pouvez vous garer les yeux fermés. Si vous le dites. Bon, et c'est quoi au niveau du carburant? Une essence ou une diesel? Diesel, un moteur extrêmement économique. 5 litres au 100 à peine. Avec ça, vous n'aurez pas besoin d'aller à la pompe trop souvent. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. Et elle est pas trop vieille? Non, elle est de 2011 et elle a même pas 190 000 km au compteur. Une vraie affaire, je vous dis. Ah, mais ça fait quand même beaucoup ça, non? Mais non, vous savez aujourd'hui, vous pouvez en faire facilement le double, sans problème. Les moteurs sont beaucoup plus solides qu'avant. Cette voiture, je vous le garantis, a encore de belles années devant elle. Vous voulez l'essayer peut-être? Je sais pas trop, est-ce que j'ai le droit? Mais bien sûr, madame. C'est que j'ai jamais conduit une grosse voiture comme ça, moi. Si jamais j'ai un accident... Mais non, vous inquiétez pas. De toute façon, elle est assurée. Et puis je vous accompagne, bien sûr. Ok, ben pourquoi pas alors, allons-y. Alors vous voyez, elle est agréable à conduire, n'est-ce pas? Oui, ça va, je pensais que ce serait plus compliqué. Mais elle est nerveuse quand même, elle va vite. Ah ben ça va vous changer de votre Twingo, c'est sûr. Elle en a sous le capot celle-là. En effet, oui. Attention madame, le feu rouge. Ah mince, désolé, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, il y avait personne. Mais n'hésitez pas à vous servir des freins, hein. Les disques sont neufs, ils ont été changés lors du dernier contrôle technique. Ah ok, et l'autoradio, il ne marche pas? Ah non, mais si vous voulez, on peut vous en installer un. Faudra juste payer un petit supplément. Ah bah oui, parce que sans musique, ça risque d'être un peu monotone. Et le clignotant, c'est normal qu'il fasse pas de bruit quand je tourne à droite? Non, mais ça c'est rien. Ça va être un petit problème d'électronique. Un bon mécano vous réparera ça en moins de 2. Ah, bon ben écoutez, je pense que je vais la prendre. Il y a juste cette histoire de créneau qui m'inquiète un peu. Eh bien, allez-y, essayez, vous allez voir. Regardez, il y a justement une place qui se libère ici. Bon, allez, soyons fous alors. Voilà, tournez bien le volant. Braquez à fond. Braquez, je vous dis! Ah bah, c'est malin! Ah ben, désolé, je vous avais prévenu, hein. Faut dire que c'est pas une voiture, c'est un paquebot. Bon, je crois que je vais prendre un autre modèle du coup. Chez un autre concessionnaire, oui.